Une croisière expédition, c'est une croisière et une expédition. Une croisière d'abord, parce qu'on va vers des endroits où il n'y a pas d'hôtel. Donc le bateau sert d'hôtel. Ensuite, une expédition, parce qu'on est dans des conditions limites. On a beau avoir un très bon bateau, on a beau avoir une très bonne équipe, on a beau chercher l'excellence, la nature ici est souveraine. Une croisière expédition, on apprend déjà la patience, parce que c'est pas nous qui décidons, mais c'est le climat qui décide pour nous. Du coup, une journée, on va peut-être rester à un endroit parce qu'il fait mauvais ailleurs, et puis on va vraiment suivre les cartes météo, les cartes de la banquise aussi. Et du coup, on apprend vraiment à prendre le temps de vivre. Les régions polaires, c'est un peu le dernier endroit, on va dire, d'aventure, parce qu'il n'y a vraiment pas d'impact humain encore pour l'instant, de visible. C'est vraiment des zones où on a une liberté. Of course, we have the polar bears. Everybody wants to see a polar bear. And we do have, it's a very special landscape. It's a very special environment. As you can see, we have no trees. All the mountains are completely naked. And it gives it a kind of something completely different. It's the only place you can find it. And it's something of, I think it's also something of an accomplishment. You can tell your neighbors, you've been to the northernmost place in the world. It's almost at the North Pole, and that gives it kind of it's exotic and gives it something special. C'est déjà un grand livre ouvert de la géologie, contrairement à nos régions tempérées où tout est recouvert par la végétation, les prairies, les forêts. Et alors qu'ici, tout est à l'air libre, nettoyé par 2 millions d'années de rabotage par la glace. Pour qu'une croisière expédition soit réussie, il y a toute une équipe de guides. Globalement, on recommande un guide pour 15-20 personnes, on a un pour 7 ou 8 personnes, tout simplement pour des questions de sécurité. Alors, ces guides ont 3 caractéristiques. Premièrement, ce sont des gens qui sont entraînés à la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, entraîner au tir, entraîner au premier secours, ça c'est important. Il peut y avoir même des évacuations, hein, ça peut arriver. Et donc les premiers secours sont véritablement importants. Et puis également entraîner à la gestion de groupe et à la gestion de crise. Ensuite, ce sont des gens, avant tout, qui ont une bonne connaissance du Grand Nord. Alors que ce soit de l'ours, que ce soit des expéditions polaires aériennes, que ce soit de la vie sous-marine qui est intense dans ces régions. Bref, on a un bagage scientifique. Et ce bagage scientifique est très important, c'est ce qui fait l'originalité guide. Et enfin, dernière chose au niveau des guides, c'est qu'un guide travaille, permettez l'expression, avec des gens, avec des participants, donc il y a un côté humain. On ne peut pas emmener un monstre de glace dans ces régions polaires, paradoxalement. Il y a 2 ans, c'est la première fois que j'en ai vu en train sur un cadavre de morse. Et ils n'ont pas la technique, autant les phoques, ils arrivent à les éventrer, à les dépecer, à les défaire comme un gant, et puis à manger le gras. Et là, ils arrivent à faire un trou et puis il ne faut rien de plus, qu'ils se mettent la tête dedans. Il y a un moment, on a failli aller le sauver parce qu'il était en train il allait mourir étouffé, la tête dans le cœur du morse quand on le voyait qui poussait. Les guides de grands espaces sont des passionnés, des naturalistes avant tout, et également ce qui va un peu avec naturaliste, c'est-à-dire qu'on a le respect de la nature et de l'environnement, et on aime également transmettre ce message. Ce glacier qui est quand même petit, le bassin versant est petit, regardez la hauteur des moraines, regardez là où on est, et ça va jusqu'au fjord. Il a été plus gros. Ah, il a été absolument gigantesque. Et il subit le retrait depuis le début du XXe siècle. Je pense que pour être guide polaire, il faut une certaine éthique. Parce qu'il faut toujours
garder en tête qu'on est invité chez ces animaux-là, c'est chez eux, avant d'être chez nous. On est juste un visiteur. Et donc c'est important, ce respect il est important. I think it's very important to be a responsible operator in this environment. It is a very fine chance to get very close to wildlife and to nature experiences, but there are issues in regards to preserving the wildlife, and you need to take these matters very seriously. And as we see it, most operators do that. Dans la banquise disloquée, ça ne gèle pas très vite. En revanche, les plaques se prennent régulièrement et se cassent régulièrement. Et ça fait quelque chose de relativement solide. Croisière expédition, c'est sur un bateau qui a 100 passagers maximum. Vraiment, le nombre est important pour qu'on ne se retrouve pas à 250 par exemple sur un bateau. Sur une croisière expédition, c'est des zodiacs, c'est pas des chaloupes. Donc on débarque sur les zodiacs, on fait aussi beaucoup de débarquements à terre pour faire des balades, des randonnées. Une forme de carapace à l'avant de la tête, des pattes sous cette carapace, une queue articulée. L'air est un air qui est très sec, c'est un air qui est dépourvu de pollen, donc d'un point de vue médical c'est un air qui est quand même très sain. Après on a des températures qui sont souvent assez clémentes, donc il y a relativement peu de jours où il fait très froid, on a toujours des températures positives. Il faut savoir que l'eau est à entre on va dire plus 1 et moins 1 degré, donc on n'a jamais des températures qui descendent très basses. Mon rôle à bord, il est d'être le médecin des passagers, mais avant d'être le médecin, je suis surtout là pour faire de la prévention. C'est-à-dire prévenir tout ce qui pourrait être accident qui peut arriver sur le bateau et aussi prévenir des dangers du froid. Parce que les gens qui viennent en croisière expédition ne sont pas particulièrement formés à ces froids intenses qu'on peut avoir ici. Quand on va dans le Grand Nord, on est d'abord pris parce qu'il n'y a pas de nuit. Il y a la nuit polaire qui dure 6 mois. Mais durant l'été, il y a le jour polaire. En raison de l'inclinaison de la Terre, il fait jour 24 heures sur 24. Ce qui, au demeurant, nous permet de développer des activités jusqu'à minuit. L'autre caractéristique de l'Arctique, c'est d'être extrêmement peu habité. Ici, on ne dérange personne, si ce ne sont les animaux qu'on essaie de ne pas déranger. Donc, on peut faire notre programme au gré des conditions météorologiques et autres qui nous entourent. Enfin, l'Arctique, contrairement à ce que l'on pense, est un milieu très riche en vie. C'est dans le lot à 4 degrés qu'on a le maximum d'oxygène, donc le maximum de productivité, donc le maximum d'animaux. Il y a énormément d'animaux. La mer est un support pour les oiseaux, pour les ours, pour les phoques, et puis pour les poissons, etc. C'est un milieu très riche. On a vraiment
un univers tout à fait différent pour la vie-faune. On a bien sûr beaucoup d'oiseaux de mer, on a quelques oies, des canards, 2 oiseaux seulement qui restent au Spitzberg du Svalbard pendant toute l'année. Tous les autres sont des oiseaux soit migrateurs, soit le plus souvent pour les oiseaux de mer, les oiseaux qui font des déplacements en hiver, c'est-à-dire qu'ils doivent aller chercher des endroits libres de glace en mer, de telle manière à pouvoir se nourrir sans être obligés de casser la glace, ce qu'ils ne savent et ne peuvent pas faire. Le blanc de neige, je crois que les premiers jours, nous l'avons aperçu. Il me semble bien, un petit oiseau, c'est le seul petit oiseau du coin, à part le mergule, mais lui c'est en mer. Et effectivement... À bord, durant les matinées de navigation ou les soirées, il y a des conférences qui sont proposées. Donc chaque guide a un thème, scientifique ou historique. Et il y a également chaque guide qui va proposer une expérience personnelle plus particulière. Donc il faut trouver un moyen qui permet de diminuer cette sinusoïde entre le jour et la nuit, et surtout qui empêche le ballon de taper le sol la nuit et de monter trop haut la journée. Étant pilote d'hélicoptère, j'ai eu la chance de pouvoir voler pendant 2 saisons pour l'Institut polaire en Antarctique sur la base française de Dumont-d'Urville. Et avant ça, j'ai eu la chance aussi de participer à 2 expéditions polaires avec Jean-Louis Etienne. La première en tant que pilote de son dirigeable pour traverser l'océan Arctique, et la deuxième en tant que responsable des opérations aériennes pour la traversée de l'océan Arctique en ballon moitié hélium, moitié air chaud. Ce qui est bien en croisière expédition pour la recherche de l'ours, c'est que la passerelle est ouverte aux participants, tout le monde peut venir. Alors la passerelle, c'est l'endroit où le commandant pilote le bateau. Alors le but, c'est de jubler au loin, souvent sur la banquise ou le long des plages. Alors on peut repérer un ours à plus de 2 km. Alors là, c'est vraiment difficile parce qu'il est au loin. Souvent, on cède de son mouvement, ou sur les grandes zones de banquise, ça fait une petite tache un peu beige. Les participants sont très contents de venir avec nous parce qu'ils sont toujours intéressés de trouver l'ours de la croisière, ce qui est vraiment très sympa. Vous voyez sur le côté les moraines, vous voyez une zone grise. C'est l'emplacement où en 1850 se trouvait ce glacier, qui était donc bien plus gros, bien plus important. Quand on va dans les régions polaires, automatiquement, on voit les glaciers reculer, on voit qu'il y a de moins en moins de banquise. Nous-mêmes, quand on organisait des voyages il y a 20 ans, 30 ans, on butait contre la banquise. Hein. Maintenant, on peut faire le tour du Spitzberg, on peut aller au nord du Groenland sans problème. Donc, on le voit, on le vit véritablement. Depuis déjà 30 ou 40 ans, la superficie de la glace de mer à la fin de l'été avait diminué tout doucement, mais régulièrement. Mais depuis un petit peu moins de 10 ans, ce recul s'est accéléré avec une superficie de glace de mer à la fin de l'été réduite de peut-être 40 voire 50% par rapport aux moyennes des 25-30 années précédentes. Et ça, c'est un gros problème pour le climat du monde et non pas seulement du Spitzberg, parce que la glace de mer a ce qu'on appelle un albédo assez élevé. Elle est quand même assez proche du blanc, un petit peu bleuté quelquefois, un petit peu grise, mais elle retourne vers l'espace de 70 à 80-85% de l'énergie qui vient du soleil.
l'Arctique est de plus en plus notre jardin. Ce que nous faisons ici se retrouve dans le Grand Nord et sous cet angle, le Grand Nord est un indicateur écologique de premier ordre. C'est dans les régions polaires, Antarctique et Arctique qu'on a vu en premier, dès 1975, le problème de la couche d'ozone. C'est dans ces régions également que dans les années 1990, on a vu en premier le problème des nouveaux types de polluants de l'industrie plastique. And the most important way to get things known is word of mouth. It's no secret. So, yes, I think so. I think our guests will be very good ambassadors for traveling to Svalbard because they have learned these things. They are getting this wisdom of Arctic environment after being here. On sent bien, nous, qu'à la fin d'une croisière, si on s'y est bien pris, si on a fait découvrir la nature aux passagers de manière à la fois douce et convaincante, eh bien, ils reviennent avec une autre idée de la nature, d'autres connaissances et donc une sensibilisation à la protection de la nature plus importante. I think well-managed tourism has a important place in Svalbard because it's a way to give the public access to Arctic, where they can see, among other things, climate change, and for them to be awakened and maybe take actions in regards to environmental preservation for the future.